Alors, tu es un futur étudiant, tu veux monter ton dossier pour venir étudier au Canada et tu ne sais pas qui choisir comme étant ton garant financier dans le dossier de visa. Donc, tu te poses beaucoup de questions dans ce sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir son garant financier pour un étudiant ou pour un dossier d'études pour le Canada. Donc, si tu veux avoir plus de détails là-dessus, reste juste après le générique. Je vais pouvoir détailler tout ce dont tu as besoin, qui remplit les critères, qu'est-ce que tu dois prendre en compte ou non. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue sur la page Ma Découverte. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et résidente permanente du Canada. La chaîne Ma Découverte, c'est une chaîne pour partager tout ce que je découvre au Canada, pour parler d'immigration, que ce soit le permis d'études ou visiteur et plus tard aussi permis de travail, ça viendra avec le temps. Donc c'est un peu grosso modo, c'est de ça qu'on parle ici. On est en famille. Moi j'aide beaucoup plus les étudiants africains, je suis beaucoup plus concentrée sur l'Afrique pour venir étudier au Québec. Donc je ne vise pas trop les autres provinces du Canada. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que cette semaine, je sais qu'il y a eu beaucoup d'abonnés sur Facebook comme sur YouTube. Je vous dis, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et maintenant faites partie de la famille. Et aux autres qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme vous pouvez le remarquer, je suis encore là avec ma grosse bédaine. Le bébé n'est pas encore sorti, on l'attend. Donc, en attendant, je peux vous faire des vidéos explicatives. J'ai reçu beaucoup de questions sur le garant. Certains m'ont contacté pour me dire, est-ce que tu peux m'aider à trouver un garant? Donc, la raison de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment choisir son garant. Donc, si tu es dans ce cas, tu veux étudier, tu as l'intention d'étudier au Canada ou tu fais même déjà ton dossier d'études, mais tu ne sais pas qui choisir comme garant, te baser sur quelle information pour choisir le garant. Donc, tu es la bienvenue. Aujourd'hui, tu auras toutes les réponses à tes questions. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions. Certains m'ont dit, oh, est-ce que tu peux m'aider à trouver un garant? Est-ce que tu peux me fournir un garant? Déjà, un garant, on ne peut pas te le fournir. Pour commencer, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas fournir un garant à quelqu'un. Il y a des critères à respecter. Donc, moi, j'ai écrit sur une feuille parce que je ne voulais pas me mélanger. Je vais d'abord vous parler de la loi 220 de l'immigration. Qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est souvent basé sur cette loi qu'il y a beaucoup de refus, ou la loi 216 aussi qui cause beaucoup de refus parce que les gens ne prennent pas souvent en compte cette loi-là. Les agents des bureaux de visa peuvent vous refuser des visas si vous n'avez pas rempli ces critères, les critères de cette loi. Eux, ils ne fonctionnent pas avec l'émotion ou avec la pitié, non. Ils ont des règles à respecter, ils ont des lois à appliquer. Donc, si quand ils regardent son livre de droit et la loi, vous ne respectez pas la loi, à ce moment, forcément, vous auriez un refus. Donc, ici, je vous parle d'abord de la loi 220 de l'immigration. Qu'est-ce que ça dit? Ici, ça dit, je vais juste faire en fait un résumé, hein, mais je vais vous mettre, lorsque je vais faire le montage vidéo, je vais vous mettre la capture d'écran de la loi en question. Comme ça, vous pourriez lire plus posément. Moi, j'ai juste fait comme un résumé de qu'est-ce que ça dit. L'agent, ici, quand on parle de l'agent, c'est l'agent des visas, que ce soit l'agent des visas de Dakar, de France, de whatever le pays. Pardon, désolée, je parle un peu vite et je suis aussi essoufflée, ça c'est dû à la grossesse. Donc, l'agent ne délivre pas de permis à l'étranger, à moins que celui-ci ne dispose sans qu'il lui soit nécessaire de travailler. Ici, on parle de qui? On parle de l'étudiant. Sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Canada,
de ressources financières suffisantes pour. Donc, si je dois dire ça en français simple, c'est que un étudiant doit prouver que sans travailler au Canada, il a la capacité financière nécessaire pour. Ça, c'est, j'essaie de faire, comment on appelle ça? Bon, anyway, j'ai comme résumé ce qu'ils ont dit en gros français, mais je le mets en petit français de sorte que tout le monde puisse comprendre. Quand je parle de petit français, je vais parler de français familier. Donc ici, quand ils disent pour, c'est acquitter ses frais de scolarité, ça c'est un. Subvenir à ses propres besoins et ceux de leurs membres de la famille qui accompagnent, ça c'est si vous venez, il y a des étudiants qui peuvent venir avec leurs enfants par exemple. Donc si vous venez avec les enfants, vous devez prouver que vous avez la capacité financière de subvenir à vos besoins à vous, mais aussi à ceux de vos enfants et ceux sans nécessairement travailler. Ça c'est 2. Le 3, vous devez aussi vous acquitter des frais de transport pour venir et pour retourner. Donc vos billets d'avion en quelque sorte. Vous devez pouvoir prouver que vous avez les fonds nécessaires pour ça. Ça, c'était juste une parenthèse. Cette loi, c'est déjà pour vous mettre un peu dans le contexte. Souvent, pourquoi vous avez des refus. Pourtant, vous avez choisi un garant et qui a peut-être assez de millions. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire pour choisir le bon garant? Généralement, dans des autres pays, on ne demande pas ce qui est des liens de parenté avec le garant. Tu peux appliquer, par exemple, pour l'Allemagne. Si je vais en Allemagne et que moi j'ai mon voisin qui décide, il a assez de fonds et il veut bien m'aider en fournissant les papiers de capacité financière, on va pas trop me compliquer parce que ce n'est pas mon parent de sang, on n'est pas lié par le sang. Mais le Canada, c'est pas la même chose. Eux, ils sont très regardants là-dessus. Donc, la première des choses ici qu'on regarde, c'est pour choisir son garant, c'est sûr, c'est le lien de parenté. C'est un. Dans le lien de parenté, on va développer parce qu'il y a plusieurs types de liens de parenté. Il y a des liens de parenté comme par le sang. Il y a d'autres, ça peut être par la religion par exemple. Mais je vais en revenir. On va aller d'abord dans le lien de parenté par le sang. Qu'est-ce que le Canada veut? En fait, ce que vous devez mettre en tête, c'est choisir une personne qui serait prête vraiment à se sacrifier pour vous, payer vos études. Et je vais prendre un exemple, votre père. C'est sûr qu'un père ou une mère va forcément se sacrifier pour son enfant. Peu importe ce qui va arriver, il va tout faire pour payer l'école de son enfant. Chose qui n'est pas forcément le cas d'un oncle. Un oncle peut avoir ses propres enfants et ça peut être donc difficile de prouver que votre oncle va dépenser autant de millions sur vous pendant qu'il a ses enfants qui sont restés en Afrique. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, premier critère, le lien de parenté. Dans le lien de parenté, là, on cherche d'abord le cercle familial proche. Et qu'est-ce qu'on entend par cercle familial proche? C'est le père, c'est la mère, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le grand-père, la grand-mère. Encore que grand-père, là on commence déjà un peu à sortir. Mais d'abord, soit votre père, votre mère ou les deux. Vous pouvez aussi avoir deux garants. Donc, ça peut être le père et la mère. Ça, c'est les bons garants. Maintenant, là, on ne parle pas encore en termes de finances, on parle juste d'abord en termes de lien de parenté. Qui est le bon garant à choisir? C'est mieux qu'il ait un lien de parenté avec vous, comme soit il est votre père, votre mère, soit c'est votre grand frère, votre grande soeur, ou en tout cas votre frère ou soeur, soit c'est la grand-mère ou le grand-père. Parce que c'est facile qu'un grand-père dépense de l'argent pour son petit-fils, et l'argent peut facilement croire à ça. Ensuite de ça, quand on sort de là, si votre père, vous pensez qu'il n'a pas, oui, il a le lien de parenté, mais il n'a pas les ressources financières suffisantes, c'est-à-dire son salaire, c'est pas vraiment ça et tout, on peut commencer à sortir, aller regarder un peu plus loin. Donc, le frère de mon père, le frère de ma mère, donc les oncles et tantes. Là, on ne va pas aller dans les tantes éloignées, c'est vraiment celui qui a le même père que ton père ou que ta mère, ou celle qui a la même mère ou le même père que ton père ou ta mère. Donc, c'est vraiment ta famille proche. Là. Si aussi ceux-là, vous ne trouvez pas, c'est-à-dire ton oncle, tu as un oncle, mais il n'est pas stable financièrement, il n'a pas assez de ressources financières. Là, c'est sûr qu'on va laisser la famille proche. Ça se peut que tu as, par exemple,
un parrain. Donc, le premier critère, c'est le lien de parenté. On avait dit dans le lien de parenté, là, je viens de vous citer quel profil on regarde. J'ai cité le père, j'ai cité la mère, j'ai cité le frère, soeur, grand-père, grand-mère, tante, oncle, parfois aussi cousin, cousine. Mais, je dis mais, parce qu'il faut faire attention quand vous choisissez un oncle ou quand vous choisissez un cousin ou une cousine. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. L'oncle peut avoir la capacité financière, mais au Canada, ici, la famille, c'est souvent le père, la mère et puis les enfants. Il est difficile qu'un oncle décide de payer 20 000 $ pour son neveu pendant que lui-même, il a ses enfants. Vous voyez un peu, c'est pas pour rien que généralement, on vous demande dans les preuves financières, on demande de la lettre du garant de mettre le nombre d'enfants qu'il a. Les personnes à charge qu'il a. S'il a une femme, ben sa femme est à sa charge. S'il a 5 enfants, donc c'est 5 enfants à sa charge. Et vous, qui êtes que son neveu, il va dépenser 30 000 $ pour vous. Et au détriment de ses enfants, parfois vous voyez que c'est pas toujours cohérent. Ça peut être oui, ça peut être non, mais il faut vraiment convaincre l'agent. Et ça, c'est dans votre lettre explicatif ou dans la lettre de prise en charge que vous allez essayer de convaincre l'agent. Peut-être que vous vivez chez votre oncle, peut-être que c'est lui qui a toujours pris soin de vous. Donc, ou essayer de prouver le lien d'affinité que vous avez avec votre oncle. Sinon, si on reste réaliste, c'est difficile qu'un oncle qui a des enfants, qui a une femme, va payer des frais de scolarité de quelqu'un au Canada qui s'élève à peut-être 20 000 $ l'année. En plus de ça, il va aussi payer les frais de subsistance qui s'élèvent peut-être à 13 000. Donc, on est dans les 30 000 ou 35 000 $ qu'il va dépenser seulement pour toi. Entre-temps, il a sa femme aussi qui reste avec lui. Lui-même, il a ses propres charges. C'est pourquoi un oncle n'est pas toujours le meilleur garant. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ou une cousine n'est pas toujours le meilleur garant parce que la cousine, c'est l'enfant de la tante. Elle a ses propres frères. Elle ne va pas d'abord se porter garant pour son frère de sang. Elle va laisser son frère, même père, même mère, pour venir être ton garant à toi qui est son cousin. Ça ne fait pas trop de sens. Oui, ça c'est possible, mais juste pour dire que pour l'argent, ça peut sembler illogique en fait. Donc, on va laisser le lien de parenté. Je prends maintenant le cas de quelqu'un qui a la famille, mais toute sa famille n'a pas la capacité financière nécessaire. Mais il peut regarder s'il a un parrain. C'est pas toujours conseillé, mais ça peut parfois marcher. Il y en a d'autres, ça a marché, il y en a d'autres, ça n'a pas marché. Mais je me dois quand même de citer ça, ça peut être accepté. Maintenant, il va falloir prouver que ce parrain-là, il s'occupe de vous depuis, pas juste pour maintenant. Ça veut dire, c'est mon parrain de baptême, il faut un document légal qui atteste que c'est vraiment mon parrain de baptême. C'est lui qui m'a toujours peut-être soutenu dans les finances ou bien dans l'école, où il s'est souvent occupé de moi. Donc, il faudra des documents que vous allez certifier, soit chez un notaire pour prouver vraiment la véracité de ce que vous dites. Donc là, c'était le cas de quelqu'un qui n'a pas un membre de la famille qui peut être son garant. Le troisième cas, c'est si vous travaillez déjà. Vous pouvez avoir comme garant un employeur. L'employeur aussi, il a le bon profil parce qu'il a déjà une entreprise. C'est très facile pour lui de vous octroyer une bourse ou de dire qu'il vous autorise à aller étudier au Canada pour tant d'années. Il va débourser telle somme. Le mieux est qu'il fasse déjà un transfert en votre nom. En fait, des papiers qui prouvent qu'il vous a transféré des fonds. Ça, c'est ce que moi, je conseille. Hein. Mais c'est pas toujours comme ça. D'autres peuvent juste avoir un papier qui dit que de telle année à telle année, l'entreprise X va prendre en charge l'employé tel. Il va aller étudier au Canada et après, il est censé revenir. Il faut joindre aussi un document à ce moment-là qui prouve que après les études, vous allez rentrer pour travailler pour cette entreprise qui a payé pour vous. Parce que je vois mal une entreprise juste vous faire un don, vous donner autant d'argent comme ça vous allez étudier pour vous perdre après. Non, généralement ils vous conditionnent pour le retour. Donc
Ça déjà, ça va aider dans la loi, la raison où on dit souvent, ils ne sont pas convaincus que vous allez retourner. Mais là, vous aurez un papier qui vous conditionne, un papier de l'employeur qui dit que vous allez revenir travailler pour eux parce qu'ils vous payent l'école à condition que vous revenez travailler pour eux. Donc, il y avait le numéro 3, c'était un employeur. L'employeur peut être un bon garant. Donc, je vais juste récapituler. On avait dit, il y avait un membre de la famille, il y avait un parrain, parfois aussi les pasteurs. Hein. Parfois, j'ai quelqu'un que son pasteur, j'en ai 3 dossiers, c'est pas moi qui les ai faits, mais c'est des personnes qui me posaient des questions. Parmi les 3, 2 ont eu des refus parce que le lien de parenté n'avait pas été accepté, elles avaient choisi le pasteur, et l'autre, ça a été accepté. Comme on dit parfois dans ces histoires d'immigration, parfois c'est la chance. Je ne sais pas comment elle a fait pour prouver pour le pasteur le lien de parenté. Peut-être que le pasteur s'est toujours occupé d'elle, je ne sais vraiment pas, mais ça peut être aussi, le pasteur peut être comme le parrain. Donc ces deux-là, mais il faut des documents légaux légalisés par un notaire qui prouvent que la personne s'est toujours occupée de vous. Mais je déconseille fortement de prendre un inconnu comme garant. Ça ne va pas marcher. Un voisin, quelqu'un qui sort de je ne sais où juste parce qu'il a l'argent dans son compte, vous allez le choisir comme garant. N'oubliez pas que il demande une preuve de lien de parenté. Donc, celui qui est, par exemple, comme garant, il a choisi un employeur. Le lien, la preuve de parenté avec l'employeur, c'est le contrat de travail, par exemple. Ça prouve que, ces deux-là, en fait, ils ne sont pas parentés, mais lui, l'étudiant, est employé de l'entreprise et c'est l'entreprise qui paye ses études. Là, il prouve facilement son lien d'attachement avec son garant. Celui qui prend son père ou sa mère ou son oncle, il va joindre les actes de naissance. Il y aura l'acte de naissance du père, de l'étudiant ou du père de l'étudiant et de l'oncle. C'est très facile de prouver le lien d'attachement. Le parrain, il va joindre l'acte de baptême qui est certifié. Il va joindre peut-être, je ne sais pas, s'il a eu à souvent envoyer des fonds à l'étudiant pendant qu'il est dans le pays. Il va légaliser ces documents-là pour dire qu'il s'est souvent occupé de l'étudiant, que c'est parce que il va essayer de prouver en fait. Donc, ça aussi, c'est très facile. On a pris le cas de l'employeur, c'est bon aussi, il peut être un très bon garant. Maintenant, on va arriver à celui qui n'a pas un employeur, il n'a pas un parrain, il n'a pas les parents qui remplissent les critères, mais lui-même, il a la capacité financière nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend par capacité financière nécessaire? C'est-à-dire, il a un bon profil, il a une entreprise par exemple. Maintenant, quand on parle que tu as une entreprise, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas une entreprise qui aujourd'hui ça vend demain ou combien de jours ça vend. Non, il faut des états financiers là. Il faut prouver que ton entreprise est stable. Et ça, c'est seulement avec des états financiers certifiés que tu vas joindre pour prouver que tu as une entreprise. Aussi, il faudra prouver que pendant que tu seras étudiant, ça c'est si tu es ton propre garant, parce que celui qui est son propre garant, son cas est souvent plus complexe que les autres parce que sa capacité financière est plus élevée. En fait, on demande plus parce que tu n'auras pas quelqu'un qui va être là pour t'envoyer l'argent, comme un étudiant d'où son père va travailler et lui envoyer l'argent. Toi, c'est toi-même qui dois avoir déjà l'argent des frais de subsistance de la première année. C'est toujours toi qui dois avoir aussi tes frais de scolarité déjà de la première année prêts. Tu dois encore avoir des fonds pour prouver que ton entreprise va continuer de tourner pendant que tu seras au Canada et que l'argent que ça va produire là, ça va pouvoir atteindre le même montant que tu as présentement pour pouvoir payer les autres années. Et là, ça dépend le prix de ta formation. C'est quoi? Il y en a qui font des formations de 18 mois, il y en a qui font des formations de 4 ans. La capacité financière n'est pas la même. Donc, tu peux être ton propre garant si et seulement si tu as le bon profil, tu as la bonne capacité financière. Ça veut dire que tu es entrepreneur, tu as une entreprise enregistrée, ton entreprise a un bon fonds de roulement, tu as un bon cash flow aussi dans ton compte. Je pense que c'est un bon, tu peux être ton propre garant à ce moment-là. Mais si tu ne peux pas prouver que pendant que tu vas être aux études au Canada,
l'entreprise va continuer de tourner et générer des fonds, assez de fonds bien sûr, pour pouvoir payer ton logement et tes études pendant que tu seras ici. À ce moment, tu es proche d'un refus. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de la capacité financière, il ne faut pas juste avoir les frais de subsistance. Il faut avoir les frais de subsistance et les frais de scolarité. Moi, ce que je recommanderais aux gens, c'est d'envoyer même l'argent à l'école pour être plus crédible. Pour ne pas juste dire, parce que tu peux avoir les papiers, dire que j'ai telle somme dans le compte de mon garant. Rien ne prouve que l'argent vraiment lui appartient. Or, quand tu as déjà envoyé l'argent à l'école, l'école te fait le reçu. Ce reçu-là, tu vas l'utiliser comme quoi? Bon, moi, j'ai fait un transfert au Canada à mon nom. C'est dans le compte de l'école. Et cet argent, c'est pour les frais de subsistance et aussi pour les frais de scolarité. Voici le montant qui est déjà disponible au Canada à mon nom. À part ça, mon garant a encore de l'argent qui reste dans son compte bancaire. À part ça, il a encore un salaire ou en fait, il a un revenu de travail indépendant dont l'entreprise génère des fonds. On va continuer. L'autre profil, ça peut être votre femme ou votre mari. Supposons l'étudiant est une fille, elle est mariée, son mari peut être son garant. Et là, ils vont devoir joindre l'acte de mariage. Ici, on ne parle pas trop termes des montants. On parle juste des profils qu'il faut choisir pour les types de garants qui sont acceptés. Donc, le mari peut être garant de sa femme, comme la femme peut être garant de son mari. Je vais essayer de récapituler tout ce que j'ai dit jusque-là. On a parlé des parents, de la famille proche, le père, la mère, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines. Cousin, cousine, c'est pas toujours ce que je recommande. Pareil pour l'oncle et la tante, c'est pas toujours ce que je recommande parce que, comme je vous ai dit, il faut prouver que cet oncle-là, malgré la famille qu'il a, il a assez pour s'occuper non seulement de sa famille, mais aussi pour payer vos études au Canada qui sont assez élevées. Donc, il n'a pas toujours le bon profil, c'est pas toujours évident. Donc, on va passer dessus. Ensuite, l'autre garant peut être un parrain de baptême ou peut-être un pasteur parce que c'est lui qui vous a marié par exemple, whatever. Mais il va falloir le prouver par des papiers. Si le garant n'est pas un membre de la famille ni un parrain, on va aller au garant qui peut être l'employeur. Il va vous donner le papier qu'il vous octroie la bourse ou qu'il vous donne un prêt. Et quand il donne un prêt, il faut qu'il ait déjà fait le prêt. C'est plus crédible que juste dire dans le papier qu'il va. S'il a déjà fait le prêt, il va montrer le document officiel qui prouve que l'entreprise X a fait un prêt d'études à son employé pour une durée de tant d'années. Ils vont continuer d'octroyer des fonds pour cet employé-là. Mais il y a aussi la condition que l'employé doit revenir. Donc, on finit avec l'employeur. Il y a le profil de l'entrepreneur qui peut être son propre garant. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Et là, on rentre dans le profil du mari ou de la femme qui est garant. Ensuite, l'autre critère à vérifier. Donc là, quand vous devez choisir le garant, on a déjà vu les types de profils qu'ils doivent avoir. C'est soit le père, soit la famille, soit l'employeur, soit le mari. Maintenant, parmi ces 4 personnes, ces 4 types de profils-là, il y a la capacité financière qu'il faut regarder de la personne. Si je choisis mon père ou ma mère comme garant, je dois regarder, est-ce que mon père, par exemple, est-ce qu'il est salarié? Si oui, c'est quoi son salaire? Plus son salaire est bas, moins il sera un bon profil pour moi. Parce que avec un salaire bas, surtout on sait en Afrique, les salariés n'ont pas des gros salaires. C'est rare qu'ils aient 1 million de francs CFA par exemple de salaire, ou si vous voulez 2000 $ de salaire. C'est très rare. Il y en a qui sont à 1 million et plus, ça c'est bien, mais ceux qui sont à moins que ça, c'est souvent un peu compliqué parce que comment tu dois pouvoir expliquer que pendant les années futures, ton salaire là non seulement va te servir à t'occuper de toi-même qui est le garant, à la famille que tu as qui reste au pays et à l'étudiant qui part au Canada, et les frais de subsistance sont de 13 000 $. Donc
Si tu as un salaire de 500 000, toi-même fais le calcul, je n'ai pas besoin de calculer pour toi. 500 000, tu dois payer le loyer de l'étudiant ici, le transport, la nourriture, etc. Parce que on ne compte pas, tu ne peux pas te baser sur le fait que l'étudiant va travailler et que lui-même il va payer son loyer. Si tu te bases sur ça, automatiquement, la loi 220 te rattrape et tu as un refus parce que on va te dire que si on fait des calculs, c'est pas logique. Tes fonds ne sont pas assez. Donc, il y a la capacité financière du garant à vérifier s'il est salarié ou pas. C'est sûr que le salarié, c'est pas toujours le meilleur profil, à moins qu'il ait un salaire élevé. Maintenant, s'il est entrepreneur, ça c'est mieux. S'il a une entreprise, c'est tellement mieux parce que il va joindre ses états financiers. C'est quelqu'un en fait qui a du cash flow. C'est quelqu'un qui touche constamment des fonds. Donc, on sait qu'il aura toujours des fonds en fait à disposition. Comparé à un salarié qui doit attendre chaque fin du mois pour avoir son salaire, il a ses propres charges, etc. Ce n'est pas le même cas que celui qui est à son propre compte. Pardon. Donc, il y a ça qu'il faut regarder. Ensuite, dans la capacité financière toujours du garant, on va aussi regarder est-ce qu'il a d'autres biens, à part le fait qu'il soit peut-être entrepreneur, qu'il ait une entreprise, ou à part le fait qu'il soit salarié, à part ça, est-ce qu'il a d'autres biens? Est-ce qu'il a des maisons en location? Est-ce qu'il a des terrains? Est-ce qu'il a des voitures de grande valeur? Je sais pas moi, tout type d'autres biens qu'il a. Mais il faut que ce soit certifié en fait. Il faut donner des cartes grises, par exemple pour les voitures, des titres fonciers pour les maisons. Donc tous les autres biens que le garant peut avoir pour appuyer. J'ai réussi un petit coup. Pour appuyer la capacité financière, ben, c'est juste parfait, il faudra le joindre. Donc pour aujourd'hui, je pense avoir fait le tour. Comment choisir le bon garant. Je pense qu'avec ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de choisir mon garant. On ne se lève pas juste et dit que mon père sera mon garant parce que c'est mon père et on va joindre l'acte de naissance. Non, il faut d'abord parler avec ton père pour demander sa capacité financière. Et je sais que ça, c'est souvent un peu délicat en Afrique. Les gens ne veulent pas souvent parler de leurs finances ou de qu'est-ce qu'ils gagnent, combien est-ce qu'ils gagnent. Toi, tu vas aller choisir ton oncle comme garant et après, quand il va falloir produire ses relevés bancaires, savoir qu'est-ce qu'il a dans le compte épargne, ça devient un problème. Comparé à si c'était ton père, ça aurait été plus facile. Donc, juste mettez-vous en tête que il faut prouver à l'agent que celui qui décide de vous prendre en charge là, il ne va pas vous abandonner en cours de route. Par exemple, si moi je prends un exemple, je suis garant d'un cousin ou d'une cousine, j'ai la facilité à abandonner en cours de route comparé à mon enfant. Si moi, mon enfant a un projet finalement que je vais prendre, même si je me suis engagée là-bas, mais la priorité c'est d'abord mon enfant avant de prioriser un cousin ou l'enfant de ma soeur ou de mon frère. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir et c'est la même chose avec immigration. Donc l'oncle c'est bien, mais c'est pas toujours mieux, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours le meilleur choix. C'est pas toujours le meilleur choix. Et pire encore, s'il a les enfants, s'il a la femme, aïe aïe aïe, là je ne dis pas que vous auriez forcément un refus, mais il y a quand même un bon pourcentage de chances que vous ayez un refus s'il a des enfants à charge et que vos études soient élevées. Donc, pour choisir un bon garant, choisissez quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a une bonne capacité financière et ouais, je pense que c'est ça. Quelqu'un qui est proche de vous, qui a une bonne capacité financière. Et vous, ce que vous devez faire, c'est éviter de prendre des formations chères. Éviter de prendre des formations chères parce que on est d'accord que celui qui applique pour un baccalauréat à l'université, c'est 4 ans le baccalauréat pour un étudiant étranger. Pire, si tu vas le faire en médecine, c'est plus cher que celui qui fait le baccalauréat en informatique, par exemple. C'est pas le même prix. Donc, à ce moment, sa capacité financière des deux là, déjà, c'est différent. Quand on va mettre le cas de celui qui est au cégep, c'est aussi différent. Le cégep est moins cher que
l'université. Et le cégep, c'est maximum 3 ans. Parce que si tu vas faire un DEP au cégep, c'est 18 mois. C'est 18 mois le DEP, parfois moins que ça. Parfois c'est 1 an. Il y a des AEC, c'est 1 an, parfois c'est 18 mois aussi, ou c'est 15 mois. Donc, plus la formation, elle est courte, mieux c'est parce que ça te coûte moins. L'autre point aussi que j'allais oublier, c'est l'âge de l'étudiant. L'âge de l'étudiant face à l'âge du garant. Imagine toi, tu as 30 ans, 35 ans, tu vas aller prendre comme garant ton oncle. Ça fait un peu bizarre que ton oncle de, je sais pas, peut-être 45 ans ou de 50 ans, il va payer les études de son neveu qui a 30 ans, qui est déjà adulte, qui est vacciné là. Donc, ça aussi, parfois, ça joue. De l'argent peut voir ça comme quelque chose. Ça ne tient pas la route. C'est encore plus facile de le faire avec quelqu'un qui est mineur ou quelqu'un qui est entre, je sais pas moi, 16 ans jusqu'à peut-être 27 ans, 28 ans. Ça peut encore passer. Mais quand tu dépasses déjà la trentaine là, il est mieux que tu sois ton propre garant. Et si tu ne peux pas être ton propre garant à ce moment, mieux cherche le permis de travail si tu as l'expérience. Si tu n'as pas l'expérience, là, je ne peux pas vraiment aider. C'est pas pour décourager, mais c'est juste pour que vous soyez réaliste. Il y a beaucoup qui viennent me parler que le Canada, c'est mon pays de rêve et tout. Mais ne viens pas au Canada qui veut, mais qui peut. Parce qu'il faut être réaliste. Ça prend beaucoup, surtout si tu veux venir par le volet études. Il faut se préparer financièrement. Il faut vraiment, vraiment se préparer financièrement. Retenir qu'au Canada, le garant, c'est pas n'importe qui. C'est pas comme en France où n'importe qui peut être ton garant. Non, ici, il faut un lien d'attache. Il faut prouver ce lien d'attache-là. Et c'est pas juste à la bouche. Et on ne fait pas dans l'émotion lorsqu'on fait sa lettre explicative, que vraiment ayez pitié de moi et tout. Ça ne marche pas parce que c'est la loi qu'ils appliquent. Il a la loi devant lui, il a ton cas devant lui. Il regarde, si tu ne respectes pas une condition, tu as le refus. C'est comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo a été assez claire et qu'à partir d'aujourd'hui, vous sauriez comment choisir le bon garant financier pour vos dossiers d'études. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous parler, ça ce sera pour ceux-là qui ont souvent des refus et qui doivent relancer un nouveau dossier parce qu'ils ont eu un refus précédent. Je vais vous parler de ce qu'on appelle, je vais pas le dire aujourd'hui, mais c'est une procédure qu'on suit où on va demander les notes qui ont été laissées par l'agent qui a traité votre dossier, l'agent de visa qui a traité votre dossier. Normalement, quand il rentre dans votre dossier, il est censé laisser des notes électroniques. Ces notes-là, on peut avoir accès à ça. Mais pour avoir accès à ces notes, il faudrait que vous soyez résident permanent ou citoyen canadien. Donc, si vous n'avez personne au Canada qui peut le faire pour vous, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Vous pouvez avoir accès... Bref, je vais revenir là-dessus. Je ne veux pas parler de ça, sinon la vidéo va être très longue. Donc, je vais vous mettre la loi 220 en capture. Et je vous dis à la prochaine vidéo, on va parler de ceux-là qui ont des refus. Et aussi, il y aura une autre vidéo sur la procédure pour le CAQ. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo. Moi, ça me donne, ça m'encourage à faire plus et aussi, ça fait en sorte que YouTube puisse partager ma vidéo à plus de personnes. Donc, on se dit à la prochaine, la famille.